Bon, bonjour Laurent. Bonjour Marcella. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et bon, on va commencer l'entretien avec une petite question. Bon, c'est la question la plus classique parce que j'aimerais bien savoir et comment, si tu peux nous raconter comment tu as commencé à écrire. Ouais, alors je pense que c'est souvent par la lecture qu'on vient à l'écriture. Moi, c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est en lisant que je me suis mis à avoir envie d'écrire, en fait, hein. Et il n'y a pas d'événement plus particulier que celui-ci, quoi. Je me suis mis à écrire parce que je lisais. Et par contre, je pense qu'il y a toujours un rapport à l'enfance dans l'écriture de poésie. C'est-à-dire que, non pas qu'on cherche à retrouver le monde de l'enfance, mais c'est plutôt l'état d'enfance, comme si on était encore dans cette activité de l'enfant lorsqu'on écrit. Voilà. Et c'est à quel âge que tu as commencé? Ah, j'ai commencé assez tardivement, vers l'âge de 20 ans. Oui. Et tu as publié tout de suite ou tu attendu un Oui, moment pour montrer ouais. J'ai comment tu as publié fait? assez rapidement, vers l'âge de 26 ans, je crois, en 96. Ouais. Une première plaquette, hein, c'était des petites choses, quoi. Ouais. Oui. Et t'as pas eu un problème pour commencer à lire? Parce qu'en général, c'est ça les francs premières. On commence à écrire et en général, on a un petit problème pour montrer la poésie, commencer à lire. Mais pour toi, c'était pas compliqué dans ces cas-là. La poésie écrite, non, j'ai cherché assez rapidement à la montrer, oui, à la proposer à des éditeurs. Voilà, ça n'a pas été. J'ai peut-être même publié trop tôt, en fait, parce que au départ, je faisais un peu mes gammes et j'avais pas forcément la maturité que j'ai acquise plus tard. Donc voilà. J'ai- Et par exemple, ben, quand tu as commencé à écrire, tu as eu un groupe qui t'a Ah oui, pour justement alors, pour se lire, pour se critiquer, pour ouais. faire un espèce d'atelier quand on commence. C'est-à-dire qu'en effet, c'est lié à des rencontres aussi, des rencontres humaines, hein. J'étais très proche d'un ami qui s'appelle Pierre Pochemort, qui m'a un peu donné les clés de la poésie et qui m'a introduit dans ce petit milieu qui était, pour lui, c'était associé au post-surréalisme, c'est-à-dire que c'était des gens, des auteurs qui étaient liés à un groupe de, enfin, c'était un groupe de poètes qui était dans un héritage du surréalisme, quoi. Voilà. D'où d'ailleurs l'image, l'analogie et la poésie plutôt de l'image qui correspond bien à ce que je fais. Enfin, ouais. Ah oui, 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 parce Ouais. que bon, j'ai eu l'opportunité de plonger dans Les Remords de Louvre, et un texte que j'ai bien apprécié. Et justement, c'est ça que j'ai pensé à ton travail par rapport à l'analogie, parce que si on parlait d'analogie, par exemple, selon la logique, on peut parler d'un raisonnement par association d'idées, par exemple. Mm. Si on parle dans la métaphysique, c'est plutôt l'anatomie de l'être. Aussi, sont des objets intellectuels qui ont fait en précision non plus pour essayer d'expliquer le monde. Dans ces cas-là, et l'analogie pour toi, comment Mm. tu vis Mais les oui, concepts? c'est ça. Pour moi, l'analogie, établir des correspondances entre les choses du monde, c'est bien pour moi, c'est bien ça le travail du poète, en effet. Donc l'analogie, oui, c'est essentiel pour moi, pour la poésie que je pratique en tout cas. C'est Breton qui disait qu'il avait de plaisir intellectuel que sur le mode de l'analogie. Donc moi, je fonctionne aussi comme ça, hein. Mais alors, ce que j'essaie de faire, moi, en fait, c'est de pousser l'analogie jusqu'à la tautologie. C'est-à-dire qu'en fait, l'analogie, ça consiste à établir des correspondances, des ressemblances entre les choses éparses du monde. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est en fait, de pousser jusqu'à la tautologie, c'est-à-dire de dire que la chose finit par se ressembler, par ressembler à elle-même. Tu vois. Donc c'est une sorte de- d'analogisme poussé jusqu'au bout, quoi. Enfin, voilà. Oui, oui, comme un analogisme miroir, on peut dire. C'est ça, ouais. Et puis chercher l'évidence. Parce que, en fait, la tautologie, c'est tout bête, c'est de dire que quelque chose se ressemble, ou qu'elle est comme elle est. Voilà. Alors, c'est complètement idiot de dire ça, mais finalement, c'est aussi fertile parce que ça permet de dire que la chose, c'est-à-dire ça permet d'appréhender la chose dans son évidence et dans son mystère, maintenu, si on peut dire. Tu
Oui, comprends? oui, Ouais. oui, parce que aussi, bon, les jeux des mots aussi font Oui, partie importante de ta poésie. Toujours, il y a un petit regard sur les choses qui sont entre lignes aussi. C'est ouais. ça, c'est très important. Et bon, surtout si on parlait de Remords de Louf et de la revue Catastrophique. Hmm. Et comment t'as fait, c'était les poèmes, tu l'as fait pour la Ouais. revue ou c'était un exercice que tu as fait avant et après tu Non, l'as non, je l'ai mis écrit pour la pour la revue. C'est une revue? commande en fait, parce que si tu veux, dans la revue Catastrophe, on a toujours un dossier tous les 2 mois, donc puisque c'est une revue bimestrielle, et on choisit un thème en fait ou une question qu'on aborde. Et puisqu'on est trois avec Pierre Vinclair, Guillaume Condello et moi-même, à finalement à constituer le comité de rédaction, mais aussi à intervenir à chaque fois soit sur un édito, on écrit l'édito, soit une note de lecture, hein, ce qu'on appelle le sentier critique, c'est-à-dire un compte-rendu de livres qui vient de paraître. Et on a une rubrique aussi qui s'appelle Corps à corps, où il s'agit de traiter le thème sur le mode de la création, enfin, et tout en partant d'un texte de la tradition, qu'il s'agit non pas de réécrire, mais de réagir par rapport à ce texte-là. Mais ce sont bien souvent des poèmes qu'on écrit à ce moment-là. Et donc là, pour le Remords du loup, il s'agit d'un texte long, ce que je ne fais pas habituellement. Je suis plutôt dans la brièveté, moi, et donc là, c'est un texte long, de commande, on peut dire, sur le thème de la sauvagerie, quoi, hein. Le loup comme une métaphore du sauvage, enfin, voilà. Ah, et c'est pour ça, quand tu parlais des corps à corps, c'est pour ça aussi que le texte commence avec Une l'épigraphe, citation une citation corps à de corps. Vigny, c'est ça, oui. Oui, Oui, que oui. justement, tu es avec les créateurs partout, en fait. Oui, c'est ça, bah, c'est-à-dire que c'est juste un prétexte, en fait, pour prendre voix, enfin, pour se mettre à écrire. C'est une sorte de jeu, si tu veux, de citer un texte de la tradition. Et puis, mais après, c'est tout à fait libre l'interprétation qu'on en a. On n'a pas de contraintes particulières par rapport à l'auteur qu'on a mis en épigraphe, quoi. Mm. Ah oui. Oui, oui, bon, c'est comme la poésie. Voilà, Oui, d'abord un espace de liberté. Ouais. oui, oui, oui. Et dans ces cas-là, dans quel état tu te mettre pour écrire? Tu dois avoir Ouais. quelque chose en particulier, quelques rituels, je sais pas comment tu fais Non, ben, pour c'est-à-dire que c'est écrire. vrai qu'il faut une disponibilité d'esprit. Il faut une sorte il faut être capable justement de retrouver cet état d'enfance, de rêverie un peu par rapport aux choses et aux mots, c'est-à-dire laisser partir l'imagination. Et, pour moi, la métaphore, c'est une sorte d'instrument de connaissance qui essaye de creuser le réel pour le faire surgir, si tu veux. Mais en même temps, ça fonctionne beaucoup sur un flottement du réel et des choses qu'on approche en les laissant flotter. Enfin, donc c'est vrai que ça demande une disponibilité, une sorte de flottement de l'esprit comme ça. Ouais. Oui, mais ton processus créatif, il déclenche plutôt. Et tu peux repérer quelque chose parce qu'il y a des auteurs qui, par exemple, les processus créatifs les fait déclencher, par exemple, la musique, et regarder un film, lire des Ah autres oui, poèmes. Pour tout, c'est plutôt la lecture, je suppose, non? oui, c'est plutôt la lecture, ouais. C'est plutôt la lecture. Alors pour un texte long comme ça, ça n'a pas sa source dans une sollicitation de la réalité. Par contre, les haïkus, par exemple, puisqu'on évoquait les haïkus, là, eux, par contre, réagissent réellement à un événement qui se passe dehors. Enfin, les haïkus, je les écris souvent quand je me promène ou quand je suis dans mon jardin et que je suis sens- euh, que je réagis à quelque chose, quoi, que je vois quelque chose en fait. Ouais. Ah oui, oui, Je me mets pas à écrire un haïku le matin en me disant tiens je vais écrire un haïku à ma table de travail. Il faut que ce soit une sollicitation du réel, quoi. oui, parce que c'est plein vent, non, c'est bien ça. Oui, c'est plein vent. Oui, parce que justement, ça se voit. Les Ouais, contacts mais étroits avec la nature. c'est ça, oui, oui. Toujours, Ouais, il y a un contact avec la nature. ouais. Je pense qu'un haïku, il est bon s'il est validé par le réel. C'est-à-dire que s'il naît dans le réel. Il vient pas c'est pas purement mental, c'est pas purement
d'activité intellectuelle, c'est du sensible. Enfin, pour moi, la poésie, c'est du sensible avant tout. Ouais. Oui, oui, mais je pense que dans les concepts des haïkus que tu as fait, que tu Mm. as, mis en place, aussi tu arrives à faire l'acrobatie, de faire et d'avoir un croisement entre les réels et aussi Oui, l'intellectualité, parce qu'il oui, y a oui, pas mal de jeux de c'est mots, vrai. aussi tu inventes les Oui, langages, tu réinventes mm. des choses que c'est, pour Oui, moi, bien sûr, bien c'était sûr. bien intéressant. Oui, oui, le haïku, enfin, il y a une dimension humoristique dans le haïku que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, il y a souvent une pirouette comme ça, qui est un jeu de mots ou une- un paradoxe dans la perception du réel qui permettent de l'envisager à nouveau frais, enfin, d'une manière complètement nouvelle. S'il n'y a pas de paradoxe ou pas de surprise dans un poème, ça n'a pas tellement d'intérêt d'écrire juste pour rendre compte de quelque chose. Il faut qu'il y ait une étincelle, une surprise, une fulgurance, tu vois. Oui, et au plein air, comment tu as fait pour t'arrêter à 100 À 111, haïkus? 111, Ah, ouais. 111, oui. 111, ouais. Comment t'as fait? Eh ben non, je mets assez les trois 1 comme ça, les trois traits du. Puis je crois que c'est chez Issa, il y a des publications qui ont été faites avec ce chiffre, enfin, ce nombre de 111 qui est 3 fois 1. Enfin, il y a une sorte. C'est assez beau comme nombre en lui-même, quoi, 111. Donc je me suis arrêté à 111 parce que ça me plaisait d'arrêter à 111. Enfin, ouais. Oui, parce que justement, quand j'ai fait la traduction, Ouais, et j'ai repéré 3 ouais, c'est ça. haïkus par page, Ouais. et c'était super compliqué de m'arrêter. Ah oui. Il y a un moment que je me suis dit, oui, il faut que j'arrête. Mais j'ai fait, ça m'a pris tellement plaisir. C'était la chiffre aussi. Ouais, ouais, Il y ouais. a certains magiques, je Mm. pense quand même pour la lecture, Mm, mm. que c'est super Oui, chouette. oui. Mais c'est-à-dire qu'en plus, c'est-à-dire que ce sont des tercets aussi, donc le Oui. chiffre 3 va bien voilà, pour mettre en page dans le livre et puis de toute façon, il faut une certaine brièveté même dans le recueil. On va pas faire. Enfin, il me semble difficile de publier un livre de 1000 haïkus. Enfin, il faut chercher une certaine concision dans le haïku de toute manière. Ouais. Oui, exactement. Et, bon, et on va revenir au remords de Louvre, Mm. parce que ça sera la prochaine phase, on va faire la petite De la lecture. lecture, ouais. Et j'aimerais parler de remords de Louvre, parce qu'il y a un contrat, on peut dire, avec la nature, un engagement avec la nature. Ouais. Et c'est ça que tu montres. Tu peux nous raconter un petit peu plus de ton expérience à l'écrire, gros, parce que c'est un texte énorme. C'est un texte long, oui. C'est un texte long et alors je ne sais pas si le loup il est là comme une allégorie ou comme une. Il n'est pas forcément là pour autre chose que pour lui-même. C'est l'animal, il surgit dans sa beauté d'animal. Enfin, je veux dire. Donc il n'est pas là pour représenter autre chose que lui-même. C'est ça tout le plaisir de la poésie, c'est d'être dans une matérialité comme ça, des choses qui apparaissent. Enfin, donc c'est pas un discours, si tu veux, didactique que je propose en parlant du loup, même si évidemment il y a quelque chose, parce que c'est un être qui vient nous inquiéter, tu vois, quelque part. C'est quelque chose qui vient nous frôler notre monde. Enfin, donc il représente bien quand même la sauvagerie, euh, mais euh, mais je l'utilise pas comme une allégorie, je crois pas. Enfin, ou alors je ne sais pas ce qu'il signifie en lui-même. Enfin, voilà. En Mm. tout cas aussi, j'ai regardé et j'ai vu, j'ai pu constater qu'il y a aussi une beauté extrême aussi dans le traitement des textes, même si c'est plan, on peut dire bon, les côtés sauvages aussi, c'est présent, mais parle aussi de notre sang, des nous, Ouais, l'essence d'être poète aussi. ouais, C'est ouais, ça ouais, aussi que oui, j'ai oui, ouais, ressenti. Je ouais, ne sais pas si tu es ouais. d'accord. Oui, peut-être, mais je ne suis pas sûr que le loup soit une métaphore du poète. Je le vois pas comme ça, moi. Ouais. Plutôt, c'est plutôt revivifier le réel. C'est-à-dire qu'ils viennent pour requalifier le monde. Donc, alors, en tout cas, ce sont pas des figures. Le loup n'est pas la figure du poète, mais le poète est capable de voir le monde, qui tout à coup est traversé par une force qui vient le requalifier, quoi.
Ah, c'est plutôt la force et la violence. Ouais, peut-être aussi la violence, oui. Oui, la création aussi, déjà, il y a un côté des violences aussi Mm. quand on est sur la création. Oui, 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 tout à fait, ouais. La violence peut être... ouais, il ne s'agit pas de moraliser, d'ailleurs, enfin, on ne fait pas de morale quand on fait un poème, hein. Il ne s'agit pas d'avoir un discours moralisateur. Donc la violence, on l'accueille comme une force qui existe, oui. Oui, qui a pu transformer, qui a pu le faire créer, qui change les choses. C'est Et ça. j'ai pris tout surtout comme ça les textes, parce qu'ils nous donnent la force. Elle met en évidence la force Ouais, de la création et aussi être attentif à tout ce qui vient avec. c'est Parce que ça. les loups aussi, il vient avec tous les ressentis du monde en fait. Ouais, ouais, C'est ça ouais. plutôt Oui, oui. aussi, non? Oui, c'est ça, oui. C'est une sorte de force peut-être métaphysique ou ontologique, c'est-à-dire qu'il essaye de, de dépecer les choses pour les faire apparaître dans toute leur vérité d'être, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais il y a quelque chose comme ça. Le loup, il vient rendre sauvage le monde, enfin, rendre à nouveau sauvage. Ok, donc bon, encore une fois, je te remercie pour cet instant dans un Ben, cadre c'est un plaisir. magnifique. Merci beaucoup et merci Merci à toi pour la traduction que tu as faite. avec plaisir. Que viennent les loups, qu'ils viennent en loups, en bandes furtives, en bandes brumes, en muettes meutes, qu'ils viennent comme le silence quand il est lourd et soyeux. Que viennent les loups, qu'ils soient comme la soie et le velours, aussi doux et déchirants que tout. Qu'ils viennent ululer comme des chouettes, que leurs cris boivent la lune, qu'ils viennent comme ils sont là, cachés et magnifiques, comme vêtus de leur disparition. Que leurs pas nombreux soient le feutre qui dessine leur absence. Qu'ils viennent et hurlent longuement pour qu'on ne les entende pas. Qu'ils hurlent pour qu'on fasse semblant de ne pas les entendre, qu'ils viennent comme la rumeur qu'ils seraient à nos portes, et qu'ils rôdent les loups comme rôdent les loups. Qu'ils viennent dans ce désir qu'ils viennent, qu'ils sont. Qu'ils viennent encore avec la terreur qui les fait venir. Qu'ils ne viennent pas réconciliés, mais comme la honte qui hante. Qu'ils arrivent éclairés de leur faim. Qu'ils glissent comme la soif au sein des rivières. Qu'ils martèlent le clou de leur venue et qu'ils nous traversent comme un vœu. Qu'ils entrent dans nos vues par effraction, subrepticement, tels des voleurs de nos vouloirs. Que chaque loup soit le laminoir de son regard, que chaque loup soit le pas de loup d'un plus grand loup, que les loups viennent comme des fourreaux de menaces et de salut, tels les fuseaux d'argent de l'indigence. Qu'ils nous arrivent dans leur grand luxe de maigreur, qu'ils viennent comme un appel, et comme un appel accompli comme appel, le long appel acharné qu'ils sont. Qu'ils viennent à la lisière des villes et même à la lisière des choses, qu'ils approchent les choses pour les frôler, d'un frisson venu des choses restées interdites. Que les loups soient parmi nous comme des symboles hagards et des reproches vivants, des êtres fabuleux, des entités dérisoires, qu'ils galopent dans nos réels et qu'ils nous étourdissent jusqu'à l'étourderie, comme des hordes de cordes frappant nos ouïes de vision, et qu'ils s'en aillent nous laissant la stupeur, qu'ils lâchent leur litanie sur nous, leur grand hallali de cygnes, qu'ils viennent et qu'ils repartent d'un même mouvement, comme un regret sur nos grèves, qu'ils soient là pour autre chose, pour cette autre chose présente dans la présence, et pour cette autre chose que l'absence, qu'ils viennent à la tombée des arbres, qu'ils viennent au couperet des heures, dans les ciseaux de la grisaille, qu'ils aient le tranchant de la douceur, qu'ils se déplacent comme la plaie dans le couteau, qu'ils viennent comme on se retire, qu'ils déferlent comme on tremble. Que la clarté trouble de la lune fasse vaciller les lames, que les loups viennent inquiéter nos tables, qu'ils renversent les choses en leurs choses, qu'ils viennent tout chambouler pour tout laisser plus intact qu'avant,
plus neufs que jamais, plus avides que tout. Qu'ils soient comme des ombres à la gorge des ombres, qu'ils viennent pour verser un sang de merveille, pour souffler un vent de pareil, de non-pareil, afin que toute chose soit enfin semblable, enfin semblante, aiguisée à l'identique. Que les loups viennent pour réveiller les loups, qu'ils viennent par le train de l'échine, qu'ils prennent la voie du poil dressé, qu'ils se tiennent à la lisière et qu'ils fassent litière de la lisière de tout. Qu'ils viennent hurler doucement les choses de lèvres impossibles. Qu'ils soient comme une attente dans les choses, une attente qui attente aux choses, qui les atteigne comme du bon où ils se tiennent. Que les loups viennent, dans le regard des loups, dans le venir des loups. Luego el lobo lo soltó y dirigió su mirada sobre nosotros. Alfred de Vigny. Que vengan los lobos, que vengan como lobos, en jaurías furtivas, en blancos de niebla, en mudas manadas. Que vengan como el silencio, cuando es pesado y sedoso. Que vengan los lobos que sean, como la seda y el terciopelo, tan suaves y desgarradores como todo. Que vengan a ulular como lechuzas, que sus gritos beban la luna. Que vengan como están aquí, escondidos y magníficos, como vestidos con su propia desaparición, que sus muebles, huellas, sean el fieltro que dibuja su ausencia. Que vengan y aúllen largamente para no escucharlos, que griten para que pretendamos no escucharlos, que vengan como el rumor de que han llegado a nuestras puertas, que merodeen los lobos como los lobos merodean, que vengan a ese deseo del que vienen y que son, que vengan otra vez con ese miedo que los hace venir, que no vengan reconciliados, sino como la vergüenza que atormenta, que lleguen alumbrados con su propia hambre, que deslicen como la sed adentro de los ríos, que martillen el clavo de su llegada, que nos atraviesen como un deseo, que entren en nuestras vidas por infracción, subrepticiamente, ladrones de nuestros quereres, que cada lobo sea el laminador de su mirada, que cada lobo sea el paso de lobo de uno más grande, que los lobos vengan como fundas de amenazas y salvación, tal como los usos de plata de la indigencia, que nos lleguen con su gran lujo de la delgadez, que vengan como una llamada, y como una llamada cumplida como llamada, una larga llamada desgarrada que son, que vengan a la orilla de las ciudades e incluso a la orilla de las cosas, que se aproximen a las cosas para rozarlas con un escalofrío venido de las cosas que prohibidas quedan. Los lobos estén entre nosotros, símbolos desconcertados y reproches vivientes, de seres fabulosos, de entidades irrisorias, que galopen en nuestras realidades y que nos aturdan hasta el descuido, como una manada de cuerdas golpeando nuestros oídos con visiones, que se vayan dejándonos el estupor, que suelten su letanía sobre nosotros, su gran sonido de signos, que vengan y se vayan en un mismo movimiento, con un arrepentimiento sobre nuestra orilla, que estén aquí para otra cosa, por esa otra cosa presente en la presencia, por esa otra cosa que no es la ausencia, que vengan al caer de los árboles, que vengan a la cuchilla de las horas, entre las tijeras de lo grisáceo, que vengan al filo de la suavidad, que se desplacen como la llaga en el cuchillo, que vengan como uno se retira, que fluyan como uno tiembla, que la turbia claridad de la luna haga vacilar las cuchillas, que los lobos vengan a desosegar nuestras mesas, que vuelquen las cosas en su cosa, que vengan a revolucionarlo todo, para dejar todo incluso más intacto que antes, más nuevo que nunca, más ávido que nada, que sean como sombras en la garganta de las sombras, que vengan a volcar una sangre de maravilla, para soplar un viento de semejanza sin semejanza, para que cada cosa sea por fin parecida, por fin semejante, agudizando su similitud.
Que los lobos vengan para despertar a los lobos, que vengan en el tren de la columna, que tomen la vía del pelo erguido, que se mantengan en la orilla, que hagan su lecho de la orilla de todo, que suavemente vengan a aullar sobre las cosas con labios imposibles, que sean como una espera las cosas, que una espera que atente contra las cosas, que las alcance como el salto donde se quedan, que los lobos vengan en la mirada de lobos, en la llegada de lobos.